Ce soir, en fait, cette conférence est à deux volets, c'est-à-dire que Terre chamane en Mongolie, c'est le deuxième voyage d'un cycle que l'on a monté avec Pierre Rameau, qui est ici, qu'ils auront le plaisir d'accueillir, je vais vous les présenter après. Donc c'est un deuxième voyage, sachant que le premier a eu lieu cet été, donc au Québec, en terre algonquine, avec le grand chef spirituel Téhutaminique, dont Pierre reparlera. Donc ce voyage en terre chamane est en Mongolie. Ça veut dire à la fois que Pierre Rameau, qui vient de Belgique, qui nous fait le plaisir d'accompagner les groupes depuis maintenant une dizaine d'années, va vous présenter en fait les origines de ce cycle en terre chamane. Pourquoi est-ce que Tamerlan part en terre chamanique? Et on a la chance d'avoir également Marc Callot, qui lui va illustrer ce cadre théorique, on va dire, sur le chamanisme, par justement le chamanisme en Mongolie, pays qu'il connaît très bien, sur lequel il a écrit beaucoup de choses, aux éditions Transboréales, et vous avez quelques-uns de ses ouvrages qui sont ici. Bien, donc comme Eric vient de vous le dire, je suis arrivé de Belgique ce matin pour venir vous présenter ce cycle que nous avons inauguré cette année au Québec, Découverte en terre chamane. Pour me présenter, je vais peut-être vous parler d'abord de ma relation historique avec Tamera. Donc j'ai débuté ma relation avec Tamera il y a 12 ans, en créant un concept qui s'appelle le marché pour progresser, concept d'ailleurs qui est toujours d'actualité puisque 2 voyages sont prévus cette année à Madère et un autre au Maroc au mois de novembre. Alors, marché pour progresser, c'est un cocktail un peu étrange, un assemblage un peu étrange qui est lié à mon parcours personnel. Donc je vais vous parler très brièvement de qui je suis et de ce que j'ai fait, ce qui nous amènera évidemment au sujet de ce soir. Donc j'ai d'abord commencé ma carrière professionnelle dans les années 78 avec une formation de kinésithérapeute, formation universitaire en kinésithérapie. J'ai ensuite intéressé à la sophrologie puisque j'ai participé au Paris-Dakar en 85 comme pilote privé, erreur de jeunesse. Et puis ensuite, pour des raisons personnelles, donc la découverte de la psychanalyse, d'abord la canine et puis l'ungienne. Au même moment, d'ailleurs, je découvre la marche dans le tour des Annapurna au Népal et la naturopathie. Alors actuellement, j'exerce le métier de psychanalyste à Mons, en Belgique, avec une spécialisation en psychanalyse transgénérationnelle dont je vais beaucoup vous parler ce soir, puisque c'est cette discipline qui socle en fait théoriquement le projet de découverte Alors, introduction à la psychanalyse transgénérationnelle. Tout d'abord, la psychanalyse transgénérationnelle est habituellement plus connue sous le nom de psychogénéalogie. L'idée de base, pour être très simple ce soir, c'est que les traumatismes de nos ancêtres, leur deuil non fait, leur tâche d'inachevée, les secrets de famille peuvent potentiellement, je vais être prudent, je dis bien potentiellement, avoir un impact sur nos existences par le biais d'une transmission qui se fait de génération en génération de façon inconsciente. C'est pour cela qu'on parle de transgénérationnel. Donc si vous voulez retenir déjà une petite notion théorique, notez que le transgénérationnel est une transmission inconsciente entre les générations, alors que l'intergénérationnel est une transmission qui est consciente. Alors la psychogénéalogie est à la mode à l'heure actuelle, et pour preuve, une nombreuse littérature paraît régulièrement avec des titres alléchants, mes aïeux, comment paie-t-on la faute de ses ancêtres, les fantômes familiaux, etc., etc. Or, j'essaie de vous montrer ce soir que l'idée de cette transmission entre les générations est loin d'être récente, et puisque vous êtes des voyageurs, eh bien nous allons très rapidement nous promener dans l'espace et dans le temps à la recherche des traces du transgénérationnel. Et tout d'abord, moi j'aime bien cette phrase qui nous vient de la Chine ancienne, qui nous dit que si tu veux connaître quelqu'un, eh bien tu as intérêt à connaître cette personne au moins sur 7 à 9 générations. On trouve beaucoup de traces de cette transmission dans la Bible, et notamment 2 phrases qui sont assez connues, vous les connaissez peut-être. La première qui dit dans le livre d'Ézéchiel: les parents mangeaient les raisins trop verts et les enfants en eurent les dents agacées. Ce qui signifie qu'un comportement inadéquat peut avoir des conséquences sur les générations suivantes. Une phrase peut-être encore un peu plus inquiétante, c'est celle qui dit que la faute des pères
se transmettra sur 3 ou 4 générations. Alors à propos de la faute des pères, je ne vous ferai pas l'insulte de vous demander si vous connaissez Oedipe. Il est passé dans notre fond culturel commun, peut-être plus d'ailleurs à travers l'œuvre de Freud que celle de Sophocle. Mais par contre, si je vous demande, j'ai souvent fait l'expérience, qui est Oedipe et quelle est son histoire, la plupart du temps, les gens me disent, eh bien, Oedipe, c'est un coupable. Et de quoi est-il coupable? C'est de désirer sa mère et de vouloir éliminer son frère. Alors qu'en fait, et malheureusement ça prend l'objet quasiment d'une conférence, donc je serai très bref sur le sujet, alors qu'en fait, la grille de lecture du transgénérationnel fait complètement basculer la perspective et fait d'Oedipe plutôt une victime qu'un coupable. Et pour preuve, ou en tout cas, plutôt pour preuve, pour trace, une chose fort intéressante est de s'attarder sur les prénoms, ce qu'on appelle les signifiants de la lignée paternelle d'Oedipe, et de voir leur signification. Oedipe signifie pied enflé, Laios le gauche et l'Aptakos le boiteux. Nous avons donc affaire à une lignée d'hommes qui n'arrivent pas à marcher droit. Dans toutes les civilisations, vous qui êtes voyageurs, vous l'avez certainement constaté, dans toutes les cultures, il est question de la hantise et des fantômes. Et si vous êtes un peu plus attentif à la chose, vous remarquerez que le fantôme, il a toujours une caractéristique commune dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures. Un fantôme, c'est un ancêtre qui est mal mort. Soit que sa mort s'est déroulée dans des circonstances tragiques, soit qu'il y a un non-dit ou des secrets autour de cette mort, soit que l'on a affaire à une mort qui s'est produite avant terme. Dans tous les cas, on a l'impression que quelque chose ne s'est pas complètement achevé, qu'il y a un inachevé dans cette existence, et que cet inachevé devra être remis au travail dans les générations suivantes. Ce qui nous ramène en Chine avec le taoïsme. Les taoïstes nous parlent d'un mandat transgénérationnel. Alors l'idée du mandat transgénérationnel, justement, c'est que nous serions conçus, en tout cas certaines personnes, certains bourgeons de l'arbre généalogique, pour remettre au travail ce qui n'a pas été résolu, ce qui n'a pas été intégré dans l'ancestral. Et donc, le fait d'accepter ce mandat, pour les taoïstes, fera que, bien que ce soit un déterminisme radical, que nous pourrons réaliser complètement notre existence. Le premier voyage s'est déroulé au Québec, de découverte en terre chamane, et pour les Amérindiens, la pathologie psychique est une pathologie de déliaison. C'est un lien, la pathologie psychique est liée à un lien défectueux à soi-même, aux autres, à l'univers, mais aussi aux ancêtres, donc à ceux qui nous ont précédés. En ce qui concerne la folie, vous pouvez remarquer que dans notre société occidentale, on a tendance à écarter le fou, alors que dans certaines sociétés traditionnelles ou dans notre histoire, le fou avait une fonction. Le fou était le détenteur d'un certain savoir sur une histoire qui s'était déroulée bien avant, un traumatisme ancestral, mais qui n'était plus atteignable pour la moyenne de la population, puisque le fou est dans une autre réalité, il est dans un autre espace-temps. Et donc, comme le dit un psychanalyste transgénérationnel, Bruno Clavier, je ne sais pas si vous pouvez lire la phrase là où vous vous trouvez, mais le fou, le psychotique, est toujours en liaison avec son histoire généalogique, avec une tragédie ayant eu lieu chez ses ancêtres plusieurs générations avant lui. Nous allons nous rapprocher du monde occidental et de notre époque actuelle avec le psychanalyste Jung, que vous connaissez probablement, qui était le dauphin de Freud. Et Jung nous dit ceci, c'est qu'il a l'impression d'être sous l'influence de choses qui sont restées en suspens au niveau de ses aïeux. Et que ces choses l'influencent grandement en ce qui concerne ses symptômes, en l'occurrence ses fonctionnements et dysfonctionnements. Et lorsque Jung parle de cela à Freud lui répond, eh bien, docteur Jung, si jamais, j'espère ne jamais avoir à m'occuper de ce genre de choses. Tout simplement parce que Freud était lui-même pris dans de nombreux fantômes familiaux. Sa mère, comment dirais-je, était prise dans ce qu'on appelle un deuil gelé, un deuil non fait d'un frère et d'un enfant.
Quant à son père, voilà, la littérature et la biographie de Freud ont montré qu'il avait abusé de son frère et de ses sœurs, et donc Freud ne s'est jamais aventuré sur ce terrain, et donc ça a une portée tout à fait fondamentale sur la psychanalyse, et ça a toujours un impact à l'heure actuelle. Curieusement, néanmoins, en 1913, dans un bouquin qui s'appelle Totem et Tabou, Freud livre cette phrase tout à fait surprenante, c'est qu'il dit « Nous postulons l'existence d'une âme collective et la possibilité qu'un sentiment se transmettrait de génération en génération, se rattachant à une faute dont les hommes n'ont plus conscience et le monde souffre. » Donc Freud nous parle évidemment de la transmission entre les générations, de la faute ou de certaines problématiques. Dans les années 60, deux psychanalystes hongrois qui travaillent à Paris, Colin Braun et Maria Torok, vont commencer à théoriser de façon plus précise ce phénomène qu'ils repèrent dans leur pratique professionnelle. Ils constatent ceci. Ils sont en train d'écouter leurs patients et ils ont l'impression que les éléments qui sont délivrés par le patient ne semblent pas appartenir à sa biographie. Et ils disent c'est un peu comme si quelqu'un parlait à l'intérieur de ce patient, et donc ils vont définir cet effet comme étant l'effet ventriloque. Ce qui va les conduire ensuite à une autre théorie qui est celle de la crypte et du fantôme, où ils disent en fait qu'un traumatisme va amener une sidération de la parole, un impossible à parler, un indicible, un non-dit. La personne, les structures émotionnelles face à un tel événement sont complètement sidérées, et donc l'événement va s'encrypter dans l'inconscient de la personne qui rencontre cet événement, et que cette charge émotionnelle, en quelque sorte, qui était encryptée, va circuler par un phénomène un peu curieux, sous la forme d'un fantôme qui va venir parasiter les générations suivantes. Dans les années 70, Anne-Ange Suggenberger, psychanalyste, psychologue, professeur de psychologie à la faculté de Nice, va écrire un livre qui va devenir un best-seller et qui s'appelle Aïe mes aïeux. J'ai eu la chance de travailler avec cette dame qui est une des pionnières du transgénérationnel. Mais ce qui est très important, et c'est pour ça que j'ai choisi cette diapositive, c'est qu'elle nous dit voilà, donc là nous sommes en 93. Il y a quelque chose qui se transmet de génération en génération. Nous, les praticiens, les psychanalystes, nous constatons en effet que les traumatismes ancestraux peuvent avoir un impact sur la vie de nos patients. Mais nous ne savons pas encore, alors que nous constatons le phénomène, nous ne savons pas encore comment ça passe. Et donc elle pose plusieurs hypothèses. Elle pose l'hypothèse de la télépathie, de l'empathie, des neurones miroirs, etc., etc. Alors pour ma part, c'est sur le plan de cette question, c'est le psychanalyste Didier Dumas qui m'a le plus éclairé sur cette transmission inconsciente de génération en génération, et c'est là que se trouve le nœud, l'articulation entre la psychanalyse transgénérationnelle et le chamanisme, et donc c'est cette théorie, c'est cette illumination pour moi de Didier Dumas qui est à l'origine du projet Découverte Interchaman. Alors, Dumas nous dit ceci. Il dit voilà, notre structuration psychique se fait de la façon suivante. Lorsque nous sommes dans le ventre de nos mères, eh bien nous sommes un psychisme en sensation. Lorsque nous naissons et que nous ouvrons les yeux, nous sommes un psychisme en image. Et donc ce psychisme en image va se coller au psychisme en sensation. Ce n'est que vers l'âge de 2 ou 3 ans que nous allons commencer à intégrer la parole et donc, je dirais, penser comme nous sommes en train de penser pour le moment. Ces 2 premières phases, Didier Dumas les appelle les structures préverbales de l'esprit. C'est ce qu'il va appeler l'originel. Et c'est dans cet état très particulier du psychisme que le passage, puisque notre système psychique n'est pas encore mature, nous allons nous greffer sur le système psychique de nos parents, un peu comme si nous utilisions un système d'emprunt. Et c'est à ce moment-là, un peu comme dans un copier-coller informatique, que les informations vont passer des parents ou des adultes tutélaires à l'enfant. Et c'est à ce moment-là, justement, que ce qui était refoulé par les adultes, dans des strates précédentes de la généalogie, va pouvoir circuler de génération en génération. Retenez que c'est dans ce stade originel des images et des sensations que les chamans travaillent dans la
qu'on appelle les voyages chamaniques. C'est donc là que le pont s'établit. Deux découvertes scientifiques semblent, en tout cas je vais être prudent, étayer la théorie de Didier Dumas. Tout d'abord, la première, c'est la théorie des neurones miroirs. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler. Alors, les neurones miroirs ont été découvertes en 90 à l'université de Bologne par le professeur Rizzolatti lors d'une erreur de laboratoire. Lors d'une expérience où on avait mis des capteurs sur les lobes frontaux de singes, le but était de voir quels étaient les neurones moteurs qui s'allumaient lorsque le singe faisait tel ou tel acte. Et l'acte, c'était de prendre de la nourriture. Et puis un jour, un expérimentateur prend la banane du singe et voit sur son ordinateur les neurones du singe s'allumer. C'est-à-dire que le singe, voyant l'expérimentateur faire le mouvement, allume dans son cerveau exactement les mêmes neurones. C'est comme ça qu'on a découvert les neurones miroirs. Neurones miroirs que l'on peut aussi appeler les neurones blanquis. C'est-à-dire que l'enfant, dès son plus jeune âge, va entrer en empathie avec les adultes tutélaires. C'est un peu comme si... Et donc les neurones dans la tête du bébé vont s'allumer en même temps que les neurones des adultes qui s'occupent de lui lorsque ceux-ci entrent en relation. Et donc, jusqu'à l'âge de 18 mois, et c'est là que la théorie de Didier Dumas est étayée par la science actuelle, c'est comme si nous photocopions l'appareil psychique de nos parents, ou en tout cas des adultes qui s'occupent de nous. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est ce qu'il dit dans la phrase en rouge, c'est si dans l'appareil psychique il y a un trou, en l'occurrence quelque chose qui n'a pas été intégré, eh bien le trou va se dupliquer. Donc c'est extraordinaire, c'est difficile à se représenter, mais qu'on puisse hériter en quelque sorte de quelque chose qui n'est pas présent, ou en tout cas qui était revu. Une autre discipline scientifique qui semble étayer et confirmer la théorie de la transmission transgénérationnelle est celle de l'épigénétique. Alors l'épigénétique, c'est la partie de la génétique qui s'occupe de voir quelle est l'influence de nos expériences de vie et de l'environnement sur l'expression de certains gènes. Et donc, je crois que c'est en 2012, il y a eu vraiment un gros scoop dans le champ de la psychogénéalogie, c'est que l'université de Genève a publié un article d'une étude où cette université avait mis en évidence que des modifications épigénétiques pouvaient être repérées lors de certains traumas et que ces modifications étaient transmissibles sur 3 générations. Alors, quels sont les outils que nous utilisons dans le transgénérationnel pour essayer de compléter le travail psychanalytique classique? Eh bien, le premier outil, ça s'appelle le génosociogramme. Le génosociogramme, en fait, est un arbre généalogique qui est dessiné dans un premier temps. Je vais très rapidement vous expliquer comment je pratique. Donc, je demande à mes patients, dans un premier temps, de venir me raconter l'histoire de leur famille. Et donc, au fur et à mesure que les personnages sont convoqués, on va les symboliser en étant très très précis sur la façon de dessiner les choses. C'est-à-dire que les strates générationnelles vont être bien respectées, la séparation entre la branche paternelle et maternelle, et on va utiliser un code de couleur émotionnel. C'est-à-dire que les informations neutres seront dessinées en noir, les choses, comment dirais-je, péjoratives ou douloureuses en rouge, positives en vert, et lorsque la personne qui travaille sur son arbre découvre quelque chose, prend conscience de quelque chose, on utilise le bleu. Et donc cet outil permet de travailler au minimum sur 4 générations, y compris les fratries. Et donc cet outil permet de façon visuelle d'articuler un nombre d'informations qu'il serait absolument impossible d'articuler dans le cadre d'une psychothérapie ou d'une psychanalyse classique. Parce que nous utilisons avec cet outil les facultés du cerveau. Une autre façon de relier, de lire l'histoire de la famille, c'est d'utiliser les lignes du temps. C'est-à-dire, c'est de mettre en relation des parcours de vie et de voir la concomitance de certains événements. Par exemple, une naissance, on va parler du berceau d'incarnation, c'est lorsqu'une personne est conçue, on très bien calculer la date de conception, c'est d'essayer de voir, tiens, que se passait-il dans l'histoire de la famille à ce moment-là, ou dans le contexte. Par exemple, aujourd'hui, suite aux événements dramatiques d'hier, eh bien, nous sommes dans un contexte d'angoisse, de stress, de tristesse, qui peut avoir une influence, c'est ce qu'on appelle le contexte. Alors, je n'ai pas d'informations. Imaginons que j'ai très peu d'informations sur un tel ou tel personnage, et bien, justement, on va essayer de le dessiner en creux.
C'est-à-dire qu'on va essayer de se représenter dans son époque, dans son activité, dans son milieu économique, dans son milieu social, dans sa philosophie un personnage. Et c'est pour cette raison aussi que je me suis intéressé au chamanisme, c'est que le chamanisme peut être un outil pour aller encore un peu plus loin lorsque, je dirais de façon rationnelle, nous butons sur une information qui n'arrive pas à être trouvée. Pour quelle raison? Parce que le psychanalyste Bruno Clavier nous donne une définition qui est magnifique du fantôme. Il nous dit ceci. Le fantôme, c'est une structure psychique et émotionnelle qui est parasite et qui est issue de un ou de plusieurs ancêtres et qui nous agit. C'est-à-dire que nous pouvons être sous l'influence, en quelque sorte, d'une structure émotionnelle qui ne nous concerne pas, mais qui a concerné un de nos amis. Mais il le dit encore beaucoup plus simplement, en disant que le fantôme, c'est quoi? C'est une partie de l'inconscient d'un ancêtre à l'intérieur de notre propre inconscient. Et c'est là que les chamans peuvent peut-être nous aider. Didier Dumas nous dit que le chamanisme et la psychanalyse s'associent aisément, dans la mesure où ils préconisent tous deux une exploration des structures préverbales de l'esprit qui sont celles de l'enfant d'avant 3 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout à l'heure, je vous ai parlé de la structuration psychique des enfants, et qu'avant que nous n'entrions dans le langage, nous étions surtout dans un psychisme qui est fait de sensations et d'images. Et c'est justement dans cet originel que les chamans vont voyager.